Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir et d'être le modérateur donc, de ce deuxième webinaire sur le private equity, où aujourd'hui on a la chance d'accueillir Altaroc et plus spécifiquement Frédéric Stollard. Frédéric Stollard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc c'est une figure incontournable du private equity, 30 ans d'expérience dans l'industrie, donc 20 en tant que gérant et notamment gérant du groupe Sagard. Aujourd'hui, c'est un des deux cofondateurs, donc Altaroc. Altaroc qui vise à démocratiser l'investissement dans le private equity, donc sur des fonds autrefois essentiellement destinés aux institutionnels. Et donc, on est très heureux de pouvoir les accueillir puisque c'est une ADN partagée que nous avons avec Altaroc. On va essayer d'être donc très efficace, hein, c'est la fin de journée pour tout le monde et donc de bien sûr laisser la parole à Frédéric pour vous présenter le fonds Altaroc, présenter ce qu'est exactement aussi le private equity et en quoi, si une personne peut se le permettre, il est essentiel d'en avoir une partie dans son allocation d'actifs. En termes d'organisation de ce webinaire, donc on est ensemble pendant 50-55 minutes. Les 40 premières minutes, Frédéric donc vous présentera ce qu'est Altaroc, le private equity notamment. Puis après, pendant les 10 dernières minutes restantes, on essaiera de poser des questions. Donc à ce sujet, je vous invite à poser toutes les questions que vous pourriez avoir, notamment dans le chat, ou alors sur l'autre onglet questions. Sachant que ne soyez pas timide, puisque c'est un webinaire qui est anonyme, donc il n'y a pas de mauvaises questions et c'est encore plus le cas lorsque c'est un webinaire anonyme. Donc sans plus attendre, je vous annonce donc la venue de Frédéric sur ce webinaire. Merci Olivier. Merci de m'avoir invité à présenter. Écoute, si ça te va, ce que je te propose, je fais 2-3 minutes sur moi. Ensuite, je présente la plateforme Altaroc, la stratégie qu'on a développée. Et puis à la fin, je présenterai le produit qu'on commercialise actuellement à travers Amify. Ça te convient? Fantastique. Allez, c'est parti. On est parti. Alors, sur moi, donc en termes de parcours, donc moi j'ai 57 ans, j'ai une formation comme toi d'ingénieur à la base. Donc j'ai fait l'école centrale, je suis ensuite parti travailler au GIAT Industries comme ingénieur de l'armement et puis je suis parti ensuite faire une business school aux États-Unis, comme toi d'ailleurs. Je suis parti à la Wharton Business School cette fois-ci. En rentrant de la Wharton Business School fin 90, donc il y a 32 ans maintenant, j'ai démarré dans le private equity. J'ai démarré chez Apax, donc à l'époque un des gros fonds de LBO de la place. J'ai démarré à Paris, j'ai passé 4 ans à Paris. J'ai ensuite été recruté à Londres par un des plus gros fonds de private equity américains qui s'appelle Warburg Pincus, où j'ai passé 8 ans. Et puis en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles, une famille belge qui s'appelle Albert Frère et une famille québécoise qui s'appelle Paul Desmarais. J'ai créé pour ces 2 familles un nouveau fonds de private equity, une nouvelle plateforme de private equity qu'on a appelé Sagard et que j'ai dirigé pendant 19 ans pour le compte de ces 2 familles. Donc on a levé 3 fonds avec ces 2 familles. Un premier fonds de 600 millions d'euros, c'était beaucoup à l'époque en janvier 2001. Un deuxième fonds d'1 milliard en décembre 2006 et un troisième fonds d'1 milliard en décembre 2013. On avait un tour de table essentiellement constitué de grandes familles industrielles francophones, donc des amis de Frères et de Desmarais, Dassault, Peugeot, Mullier, Sellière, Bettencourt, Foriel, Lestezay, Mérieux. Un tour de table magnifique de grandes familles qui avaient 2 idées en tête. Accompagné, donc on était un fonds de LBO, j'ai dû oublier de le préciser, donc on faisait des acquisitions majoritaires avec un peu d'effet de levier sur des sociétés qui étaient soit des filiales de grands groupes qui étaient devenues non-core, soit des sociétés cotées qui étaient dévalorisées, soit des sociétés familiales dans lesquelles le patriarche voulait passer les rênes et leurs enfants ou ses enfants n'étaient plus aux commandes, soit des sociétés possédées par d'autres fonds de private equity qu'on rachetait en majoritaire. Voilà. Et nous, on avait comme ambition d'accompagner des ETI, donc des sociétés qui valaient entre 100 et 500 millions, dans lesquelles on injectait des tickets d'equity compris entre 50 et 150 millions, et avec une ambition claire, accompagner des ETI régionales et faire de champions régionaux des champions nationaux, de champions nationaux des champions européens, et puis si la taille de marché s'y prêtait, de faire de champions européens des champions mondiaux. Voilà. Donc, les 25 familles qui m'ont accompagné pendant 20 ans, elles avaient 2 idées en tête, faire des bons retours sur investissement, évidemment,
et puis aussi apporter les bénéfices de leur réseau d'affaires aux ETI qu'on accompagnait pour nous aider et pour apporter, je dirais, leur expertise à ces ETI, donc Robert Peugeot dans l'auto, Alain Mérieux dans la santé, Martin Bouygues dans le bâtiment, et donc Philippe Foriel-Desezet dans les services. Donc on a bénéficié de l'écosystème de ces familles d'exception pendant 20 ans. En termes de performance, mon équipe a livré 22% de TRI net par an, net de tout fees et de tout carry pendant 20 ans. Donc 22% de perf net, c'est une performance très solide qui nous a clairement positionné parmi le premier quartile. Donc le premier quartile, c'est un peu la note qu'on met au fond de private equity. Le premier quartile, c'est les 25% des meilleurs élèves de la classe de private equity en Europe. Donc premier quartile européen pendant 20 ans. Et en termes de multiples de mise, cash on cash, on a livré en moyenne pendant 20 ans 2,25 fois la mise. Donc une performance vraiment solide. J'avais une petite équipe de 48 personnes et puis je suis parti il y a 2 ans et demi pour une raison simple. L'accès au capital de la société de gestion était fermé. La famille Desmarais possédait 100% du capital de la société de gestion. Et au bout de 20 ans, j'aurais été ravi de continuer, mais je ne voulais plus continuer comme simple employé. Je voulais continuer comme associé capitalistique, j'entends, même si j'étais associé aux plus-values des fonds. Et le capital n'était pas ouvert. C'était une société possédée par une seule famille et on était clairement une équipe captive de cette équipe, de cette équipe familiale, avec plein de choses fantastiques que la famille a apportées, mais on était néanmoins captifs. Donc j'ai eu envie de démarrer un projet un peu plus entrepreneurial et dans lequel je serais capitalistiquement aux commandes du projet. Et donc j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire. Alors j'ai eu pas mal de propositions de rejoindre des très gros fonds de private equity, notamment des fonds US, parce qu'on va dire que sur les 37 LBO qu'a fait Sagard sur les 19 ans, j'en ai conduit un peu plus de la moitié. Donc on va dire que dans la communauté des gérants de private equity, j'ai plutôt une bonne presse. Mais je n'avais plus envie de rejoindre un fonds de private equity comme partenaire salarié. J'avais envie d'être associé fondateur d'un projet nouveau, sachant que j'avais démarré Sagard il y a 22 ans, mais je n'étais pas associé au capital de la société de gestion parce que quand je l'ai démarré, ce n'était pas disponible. Voilà. Donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais créer et il y a une idée qui m'est apparue évidente. En fait, j'avais 25 familles dans le fonds Sagard. Chaque famille engageait en moyenne 40 millions d'euros et on ne prenait pas de famille à moins de 15 millions. Pas du tout par arrogance, par simple souci de simplicité. On savait lever 1 milliard parce qu'on savait déployer 1 milliard. On était en fait sursouscrit, il y avait plus de demandes qu'1 milliard, mais on ne savait pas déployer plus d'1 milliard. Donc, on avait mis le cap à 15 millions sur la plus petite des familles. Et en fait, le constat que j'ai fait, c'est que tous les fonds du premier quartile européen ou mondial ont un ticket minimum d'entrée à, je dirais, à minima 20 millions de dollars, plutôt 25 ou 30 millions pour les très grands fonds américains. Donc, vous êtes un client privé, vous ne pouvez pas rentrer dans ces fonds. Enfin, rares sont les familles. Alors, les familles qui m'ont accompagné étaient des familles extraordinairement riches, mais rares sont les familles aisées qui ont les moyens de mettre 25 millions d'investissement dans un fonds. Donc, je me suis dit, si tu es une famille aisée, tu veux juste t'exposer au meilleur du private equity mondial, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et donc, il faut créer une plateforme, un nouvel asset manager qui fabrique des millésimes d'exception, de qualité institutionnelle, de qualité équivalente à celui que les plus grandes familles qui m'ont accompagné se construisent chaque année. Mais ces familles, elles ont des équipes qui leur bâtissent leur portefeuille de private equity. Elles ont entre 5 et 50 personnes pour le faire. Eh bien, mon idée, c'était, et elles investissent entre 300 millions d'euros chaque année et 3 milliards d'euros. Ça, c'était les familles qui m'accompagnaient. Eh bien, mon idée, la révolution Altaroc, c'est de permettre à des clients privés, sans personne pour les aider à part nous, en tout cas sans personnel dédié chez eux, de permettre à ces familles, à partir de 100 000 euros, c'est-à-dire 3 000 fois moins que les familles très aisées qui investissaient chez moi, à partir de 3 000 fois moins, donc à partir de 100 000 euros, d'avoir un portefeuille de qualité exceptionnelle, de qualité au moins équivalente à celui que ces familles avaient quand elles investissaient chez moi. Voilà, donc la révolution Altaroc, c'est ça. Donc, je suis parti avec cette idée en tête. Chemin faisant, j'ai présenté cette idée à Maurice Chéniaud. Pour certains d'entre vous, ça vous dira quelque chose. Donc, Maurice est un des 3 fondateurs mondiaux d'Apax. Ça avait été mon patron il y a 32 ans. Et Maurice m'a dit, Fred, ton idée est formidable, j'adore ton idée. Faisons-la ensemble. D'autant que, et je veux dire un petit mot sur Maurice Chéniaud. Maurice, en 1972, il a créé Apax avec Ronald Cohen à Londres et Alan Patrikoff aux États-Unis. Il avait fait Harvard et HEC. Il n'y avait pas beaucoup de Français qui, à l'époque, faisaient Harvard et HEC. Et en sortant d'Harvard, il a lancé Apax. Et pendant 50 ans, ils ont eu un parcours fantastique. Et puis, au-delà de ça, il a eu une autre idée que je voudrais mentionner une seconde parce qu'elle est importante dans l'histoire d'Altaroc. En 95, Maurice, il a créé Altamir. Altamir, ça part d'une idée simple en 95. Les meilleurs fonds de private equity mondiaux sont inaccessibles aux clients privés. C'est la même idée qu'Altaroc.
Et à l'époque, pour entrer dans un grand fonds de private equity, il faut être capable de mobiliser 5 à 10 millions de francs, mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et donc, Maurice se dit, je veux permettre à des clients privés de rentrer dans du très bon private equity par la bourse. Donc, l'idée était totalement novatrice. Il lève 60 millions de francs en bourse, à l'époque, l'équivalent de 10 millions d'euros. Il en souscrit les 2 tiers lui-même et il invite des clients privés pour 20 millions de francs. Et il dit, avec les 10 millions d'euros que j'ai levés, les 60 millions de francs, je vais co-investir de façon systématique avec Apax France. Et chaque fois qu'Apax France vendra une boîte, je ne vais pas restituer l'argent aux investisseurs, je vais leur rendre 2%, ce sera un dividende annuel, et je vais réemployer les sommes. Et Maurice crée en 1995 le premier fonds evergreen coté de private equity au monde. Voilà. Ce fonds coté de private equity, il a converti les 10 millions d'euros levés à l'époque en 1,5 milliard de fonds propres aujourd'hui. Le fonds a fait 150 fois la mise. Alors Maurice aime bien me dire, Fred, n'oublie pas que 150 fois la mise, ça n'est que 20% de TRI par an pendant 30 ans. Il a raison, mais enfin, ça permet quand même de construire un patrimoine d'exception. Et donc aujourd'hui, Maurice m'a dit il y a 1 an et demi, Fred, j'ai les 2 tiers de cette boîte, j'ai les 2 tiers d'Altamir. Mon patrimoine, il est très franco-français, il travers Apax France. J'aimerais que tu m'aides à le diversifier. Et ton projet Altaroc, c'est exactement ce qu'il me faut. J'aimerais sponsoriser chacun de tes millésimes. Donc, Altamir va sponsoriser chacun de tes millésimes. Je serai, avec ma casquette Altamir, le sponsor de chacun de tes fonds. Et donc, je vais te donner aussi une dimension plus institutionnelle que si tu ne démarrais seul. Voilà. Donc, alors, j'ai rejoint Maurice il y a 1 an et demi. Au niveau pratique, Altamir, la société cotée, elle est pilotée par une société de gestion qui s'appelle Amboise. J'ai rejoint Amboise comme directeur général. Amboise a lancé il y a 30 ans Altamir, donc je suis pour rien dans le succès historique d'Altamir. Moi, j'ai apporté mon projet à Amboise et on a lancé Altaroc ensemble il y a 1 an et demi. Donc, Amboise, société de gestion, avec deux patrons, Maurice et Fred, a 2 gros projets. Altamir, qui est le projet d'il y a 30 ans, et puis Altaroc, qui est le projet nouveau. Voilà. Donc, vous avez à la tête d'Altaroc 2 jeunes entrepreneurs du private equity. Je fais ce métier depuis 32 ans. Maurice le fait depuis 50 ans. On est à fond sur ce projet nouveau Altaroc. On y consacre, pour Maurice, les 2 tiers de son temps. Pour moi, l'essentiel, enfin tout mon temps. On y met notre énergie, notre réputation, notre engagement, et puis aussi, et notre passion évidemment du private equity. Et aussi, Olivier, un point important, on s'est engagé, Maurice et moi, à titre perso, à investir 33 millions d'euros dans chaque millésime Altaroc. Donc, indépendamment du millésime, on investit 33 millions dans chaque millésime. Donc, on a investi 33 millions dans le millésime de l'an passé, 33 millions dans ce millésime-ci. Donc, on est déjà exposé à hauteur de 66 millions dans nos 2 premiers millésimes. Donc, tu as à la tête du projet Altaroc 2 entrepreneurs passionnés, avec un bon track et qui sont aussi extrêmement engagés, et on paye évidemment les mêmes fees que tes clients. Donc, on a un alignement d'intérêt qui est parfait. Voilà. Donc, ça, c'est pour le parcours des deux entrepreneurs. Alors, j'ai lancé Altaroc il y a 1 an et demi avec Maurice. On s'est donné, alors on ne distribue qu'en B2B2C, donc on ne distribue pas à des clients privés, on distribue que par le biais de CGP haut de gamme ou de multifamily office haut de gamme, comme Ramify. Donc on s'est donné les 6 premiers mois pour bâtir la plateforme 100% digitale, parce qu'on n'est que digitaux, on est nativement digitaux. On a bâti la plateforme, on l'a fini le 15 octobre de l'an passé, on a lancé le premier millésime l'année dernière, et Maurice m'avait dit combien tu penses qu'on peut lever sur le premier millésime, sachant qu'on a un cycle de commercialisation qui est assez long, parce que pour commercialiser, il faut qu'on ait convaincu Ramify, il faut qu'on soit passé par les fourches coding des diligences de Ramify, il faut qu'on ait formé tes conseillers privés, il faut qu'on ait formé ton middle et ton back-office, il faut que tu aies eu envie d'en parler à tes clients, il faut que tes clients aient eu envie de souscrire, qu'ils t'aient posé plein de questions sur le produit, qu'en général, on les ait accompagnés sur la souscription et qu'enfin, on t'ait accompagné toi sur la fin de la souscription. Donc, on a un cycle de vente qui est long. Donc, j'avais dit à Maurice, je pense qu'on peut lever 20 millions d'euros. Bon, entre le 15 octobre et le 15 décembre, sachant qu'on s'était donné 8 semaines pour lever de l'argent au premier millésime, j'étais le seul commercial d'Altaroc l'année dernière, sachant que mon métier, c'est pas d'être commercial. J'étais patron de fonds pendant 30 ans et j'ai un peu découvert la communauté des CGP il y a 1 an, en me plongeant dedans. Et donc, l'année dernière, sans actifs sous gestion au départ, on n'avait pas d'AUM, budget marketing 0. Je suis le seul commercial de l'équipe, on est B2B2C, avec un produit qui est très innovant, dont je vais parler tout à l'heure. On s'était fixé pour ambition de collecter 20 millions et on a collecté 270 millions d'euros. Donc, une somme qui est vraiment importante et on explique ce premier. Alors, on a eu un petit problème, c'est que tous les distributeurs auxquels j'avais parlé m'avaient dit on ambitionne de collecter entre 500 000 et 800 000 euros. Et on va dire les 30 plus gros distributeurs ont collecté à peu près chacun 10 millions en 8 semaines. Donc, on n'a pas eu assez de papier pour satisfaire toute la demande, Olivier. Donc, on a capé le fonds à 200 millions. On est ensuite parti sur la levée d'un deuxième fonds cette année, le 1er avril. On s'est fixé comme ambition de collecte 500 millions. On est un peu plus de 300 millions sur ce deuxième millésime aujourd'hui. Ce qui fait que sur les 12 derniers mois glissants, on a collecté 500 millions d'euros auprès des clients privés.
Depuis, j'ai recruté 28 personnes. Donc, on est 30 personnes chez Altaroc. Et on fait que ça. On fabrique des millésimes d'exception pour des clients privés. Et avec 500 millions de collectes en 12 mois, je pense qu'on est le plus gros acteur européen sur ce marché. Et je vais expliquer comment et pourquoi tout à l'heure. Donc, voilà un peu le parcours, Olivier, des deux entrepreneurs à la tête de ce projet. Et donc, ça donne une idée à tes auditeurs de qui nous sommes. Voilà. Alors, je vais partager une petite présentation sur la suite. Voilà. Alors, bon, Maurice et Fred, je vous ai présenté. Alors ensuite, sur l'offre, on a un seul produit aujourd'hui. On fabrique avec un accès à partir de 100 000 euros, un portefeuille, un millésime chaque année. Dans ce millésime, 80% du millésime est composé de 6 gérants d'exception, dont je vais parler, et 20% du millésime est composé de co-investissements qu'on fait exclusivement à côté des gérants qu'on a backés, et on les fait sans fees et sans carré. Donc directement dans ces deals-là. Voilà. Et mon idée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle est très simple. Permettre à des clients privés à partir de 100 000 euros, ces 100 000 euros sont tirés sur 5 ans, donc c'est à peu près 20 000 euros par an, d'avoir un portefeuille de qualité équivalente à celui des familles les plus riches au monde. 100 personnes chez vous, avec de l'expertise chez nous, et avec 100 000 euros, accéder à des fonds qui requerraient un capital considérable si vous souhaitiez le faire tout seul. Voilà. C'est dispo de façon 100% digitale à travers des CGP d'exception comme Ramify. Et comme j'expliquerai tout à l'heure, vous pouvez souscrire en compte titre ou à travers des poches assurance vie, sachant qu'on est référencé chez tous les assureurs vie luxembourgeois. Donc, mon idée, elle est très simple et c'est la seule offre qu'on commercialise aujourd'hui. Alors, tu m'as demandé, Olivier, d'expliquer de façon simple aux auditeurs pourquoi Altaroc pourrait les intéresser. Donc, j'ai essayé de le résumer en 6 idées simples. Et je vais développer derrière. L'idée 1, c'est que la classe d'actifs du private equity, elle a livré une performance exceptionnelle sur les 50 ans passés. Donc, en investissant dans Altaroc, vous vous exposez à la perte du private equity. Ça, c'est la raison 1. La raison 2, c'est qu'on a une ambition chez Altaroc. Ce n'est pas de vous exposer à la moyenne du private equity. C'est de vous exposer au meilleur du private equity, c'est-à-dire à minima au premier quartile du PE, voire au premier décile du PE. J'expliquerai tout à l'heure l'intérêt de faire ça. La troisième chose, c'est que le monde du private equity est un monde fascinant mais dangereux. Il y a 5000, parce que le produit est illiquide, c'est un élément important. Il y a 5000 fonds de private equity qui lèvent dans le monde tous les ans. Je pense qu'il faut une boussole, un compas, un Sherpa pour vous aider. Et je pense que le fait d'avoir Fred et Maurice dans ce monde complexe à la manœuvre ou co-manœuvrant, c'est important. Voilà. Ce qui est important aussi, et je l'ai illustré comme raison 4, c'est qu'on a un institut costaud qui a 1,5 milliard de fonds propres, qui sponsorise tous les millésimes Altaroc, parce que lui, il a décidé que pour bâtir son exposition monde et multigérant, parce qu'il ne veut plus être simplement français et Apax, il lui faut une équipe dédiée et qu'il le fait à travers Altaroc. Et je pense que c'est de nature à sécuriser ou à rassurer certains de tes auditeurs. Et dernier point, très important, on ne va pas donner accès à tes auditeurs à un fonds, ni même à 6 fonds d'exception. Déjà, en soi, ce serait fantastique. On fait mieux que ça chez Altaroc. On a des convictions très fortes sur le private equity, sur les secteurs, les pays, le type de gérant. J'expliquerai ça tout à l'heure. Et donc, on a construit un portefeuille avec des fortes convictions. Certains me disent, ils font l'analogie avec les portefeuilles cotés. Il y a beaucoup d'alpha dans les portefeuilles d'Altaroc. Donc, c'est ce que je vais expliquer. Et donc, on vous a construit un portefeuille avec de très fortes convictions. Et on fait ce métier depuis plus de 80 ans, Maurice et moi, à nous deux. Et donc, on a mis le meilleur de nos expertises dans la construction de ces portefeuilles. Non, le vrai dernier point, c'est pas ça. Le vrai dernier point, c'est que tout ce qu'on a fait est digital. On est en train de casser tous les codes du private equity. C'est une industrie très secrète, très opaque, très fermée. Eh bien, nous, on est nativement digitaux pour plein de raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et donc, ça nous permet de vous informer en temps réel de tout ce qu'on fait et surtout de tout ce qui se passe dans les millésimes et chez les gérants qu'on a accompagnés et surtout de tout ce qui se passe dans les portefeuilles sous-jacents. Donc, dans le millésime 1, il y a 300 sociétés. Vous pouvez suivre en temps réel tout ce qui se passe dans ces portefeuilles sous-jacents. Moi, d'abord, ça, c'est fantastique. Ça n'existe dans aucun fonds institutionnel. Et nous, on pense chez Altaroc, c'est très important parce qu'on pense que le client privé, il cherche évidemment de la performance, mais il veut aussi savoir où, comment et pourquoi il investit en private equity. Et ça, c'est disponible chez Altaroc nativement. Voilà. Alors, raison 1, que je résume sur la performance de la classe d'actifs. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez peut-être envie de nous accompagner chez Altaroc. Alors, un élément important, Olivier, c'est important que tes auditeurs sachent qu'il y a une durée d'engagement qui est minimum de 5 ans dans ce qu'on fait, donc le produit n'est pas totalement liquide. C'est important qu'on ait ce préalable en tête. Maintenant, une fois que je l'ai dit,
ce qui est très clair, et j'ai présenté ici un graphe sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je vous ai mis en vert la perf du private equity moyen mondial. Je vous ai mis en gris la performance des marchés cotés. On a pris comme index l'index MSCI, le Morgan Stanley World Index, qui est indiscutablement un des indices de référence. Et sur le PE, on a pris l'indice de Cambridge Associates, qui est le Ipsos du private equity mondial. Voilà. Qu'est-ce qui ressort? Évidemment, la perf du PE, elle est nette de fees et de carry. Et les MSCI, on a réincorporé des dividendes pour être parfaitement comparable. Il ressort deux choses hyper claires. En termes de surperf relative, le PE bat la bourse tout le temps de 5 à 7% par an, de 500 à 700 points de base. Et pour ceux qui me posent la question souvent, et en France, c'est pareil ou pas? Parce que ça, c'est la performance mondiale. Eh bien, EY sort pour France Invest, qui est l'Institut tutelle des fonds de private equity, tous les ans une étude. Donc, l'étude est sortie il y a 2 mois. Sur les 25 années passées en France, la bourse a battu le CAC 40 de 725 points de base. Donc, vous êtes mieux en PE qu'en bourse, d'à peu près 700 bips par an. Maintenant, en valeur absolue, c'est la seule classe d'actifs qui, sur longue période, livre de façon constante entre 10 et 15% par an. Voilà. Et même question, en France, qu'est-ce qu'a fait la moyenne du private equity? Elle a fait 12,43. Donc, vous avez une classe d'actifs qui livre entre 10 et 15% de perf par an sur très longue période. Dans un monde où le fonds euro rapporte, je dirais, entre 0,8 et 2%, où les marchés cotés rapportent sur longue période prospective, c'est ce que tous les analystes supposent, entre 4 et 5% net de frais avec une vol très importante, où les fonds obligataires ont des performances difficiles, où les fonds cotés immobiliers rapportent entre 2 et 4, pour autant que vous soyez confortable sur les valeurs liquidatives des portefeuilles immobiliers, ce qui est quand même une vraie question dans un monde post-Covid avec beaucoup de télétravail. Vous avez une asset class qui est hyper rentable structurellement. Et donc, si tant est que vous puissiez le faire et que l'offre est dispo, vous devez investir en private equity parce qu'en relatif et en absolu, ça surperfe les marchés cotés. Voilà. Alors, ça, je pense que c'est assez connu et assez accepté, Olivier. Petite question, Frédéric, je me permets juste de t'interrompre. En plus de la surperformance du private equity, est-ce que tu aurais quelques indications sur aussi peut-être son pouvoir diversificateur vis-à-vis du marché public, peut-être justement sur la façon dont vous avez créé vos portefeuilles d'investissement Altaroc? Alors, j'y viens. Ça, c'est la slide 6, c'est ce que je présente là, Olivier. C'est qu'en fait, en termes de diversification, c'est un point très important que tu soulèves. Parce que tu as raison, on doit, quand tu estimes un investissement, c'est le couple risque-rendement que tu vas regarder. Bon, alors en termes de risque, le private equity, c'est quoi? Alors, pour répondre à ta question, on a présenté ici sur 50 ans la perf historique moyenne du private equity mondial. Donc, sur l'axe des X, c'est les années. Sur l'axe des Y, c'est le TRI moyen du private equity monde. Donc, c'est la performance des millésimes nés dans les années en question. Alors là, on voit deux choses qui vont répondre à ta question. 1, sur 50 ans, en moyenne, le PE n'a jamais perdu d'argent. La moins bonne performance du private equity mondial sur les 50 dernières années, Olivier, c'est 5% par an. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fonds qui a fait moins de 5, mais ça veut dire qu'en moyenne, le PE n'a jamais perdu d'argent, il n'a jamais fait moins de 5%. Donc évidemment, il y a de la vol dans la performance parce que sur tous les actifs financiers, il y a de la vol, mais il y en a beaucoup moins que sur les marchés cotés. Et ça, c'est le deuxième point, parce que si je t'avais graphé la vol des marchés cotés sur le même graphe, dans les 3 grandes périodes de récession mondiale qu'on a connues, si tu veux, sur les 50 années passées, les 3 grandes, qui sont la crise des subprimes en 91, la bulle Internet et la crise géopolitique du September 11 en 2001, et puis en 2009, la grande crise financière, la performance des marchés financiers sur ces époques-là, elle est de moins, le peak to trough, c'est moins 40 à moins 50. Et bien, le private equity, qu'est-ce qu'il a fait dans ces moments-là? Et c'est une question hyper intéressante. Il a livré la meilleure perf de la décade. Donc, pour des gens qui ont eu le courage d'investir en 91, et le private equity était encore naissant à l'époque, le millésime né en 91 a livré 31% de TRI. Le millésime né en 2001, il a livré 22% de TRI. Et le millésime né en 2009, il a livré 21% de TRI. Donc, ce qu'on voit, Olivier, c'est que le PE, il est décorrélé des marchés cotés à l'instant T. Il y a plein de raisons à ça, mais si je fais simple, investir en début de récession, c'est très intéressant parce que tu investis sur des socles économiques dégradés. Même les plus belles boîtes ont des REX, des EBE, des EBITDA ou des EBIT, quelle que soit l'assiette que tu juges dégradée. Et surtout, le multiple auquel tu les achètes est fortement dégradé parce qu'il y a moins de concurrence, parce qu'il y a moins de gens vaillants pour payer des multiples élevés, parce qu'il y a moins de dettes disponibles. Donc, en 2007, tu payes une très belle boîte industrielle 12 fois l'EBITDA. En 2008, il n'y a plus d'acheteur, tu payes la même boîte 8 fois l'EBITDA. Voilà, donc la conjugaison de cet effet de multiple et cet effet d'assiette
fait que pour ceux qui ont le courage de le faire et qui investissent dans des fonds de qualité, le meilleur moment pour investir, c'est le début de la récession et c'est incroyablement plus performant que la bourse à ces moments-là. Voilà. Et alors, pour revenir sur ton point sur la diversification, il y a une dernière stat que j'adore. Donc, France Invest, qui est l'institut tutelle des fonds de private equity, essaye de convaincre tous les ans les instituts d'investir de plus en plus en PE. Et donc, ils ont commandité une étude il y a 7 ans sur la vol du PE. Donc, on est toujours sur ces mêmes sujets. Donc, ils ont commandité cette étude à HEC. Et donc, l'étude démontre la chose suivante. Par des simulations de Monte-Carlo, tu prends 10 fonds de private equity mondiaux au hasard. Tu les mélanges, tu fais un millésime. La probabilité sur ce millésime de 10 fonds construits au hasard de perdre plus de 25% de ta mise est inférieure à 0,5%. Le PE est ultra robuste et bien plus robuste que les marchés cotés. Il y a beaucoup moins de vol structurel dedans. Alors, la conjugaison de ça, c'est quoi? C'est qu'aux US, les family office, c'était des familles qui pèsent, la définition de JP Morgan, c'est des familles qui ont plus de 200 millions de dollars de patrimoine financier. Pour ces familles-là, l'actif number one aujourd'hui, c'est le PE. Le private equity va représenter 32% du patrimoine total de ces familles. Il y a 10 ans, on était sur 25-26%, on est aujourd'hui sur 32%. L'actif numéro 1 de ces familles, c'est le private equity. On est sur des familles qui n'ont pas de contraintes alimentaires et on est sur des familles qui n'ont pas de contraintes réglementaires. Donc, quand l'animal financier n'est pas contraint réglementairement ou alimentairement, le point optimal, si tu veux, c'est plus de 30% d'exposition au private equity parce que c'est surperformant et parce que c'est moins volatile. Alors, pourquoi j'ai lancé Altaroc il y a 2 ans? Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, en France, l'épargne haut de gamme des clients privés qui sont soit chez des CGP, soit chez des multi-FO, soit chez des banques privées, c'est grosso modo 1000 milliards. 100 milliards chez les CGP, 900 milliards chez les banques. Et le stock de PE, dans les chiffres les plus optimistes, c'est 5 milliards. On est sur 0,5% de taux d'équipement. Le client privé français aisé aujourd'hui, il est peu équipé en private equity. C'est pour ça qu'on a créé Altaroc. Alors, je vais donner une autre stat, Olivier, qui est intéressante. JP Morgan aujourd'hui, qui est peut-être la banque privée US la plus sophistiquée, JP, c'est 500 milliards sous gestion en private banking assets, dont 100 milliards en PE. Le client privé chez JP, il est équipé à 20% en PE. Et Pictet, qui est peut-être la banque privée la plus sophistiquée en Europe, en private banking assets, Pictet, c'est 200 milliards, et en PE, c'est 32 milliards. Le client privé de Pictet, il est équipé à 16%, celui de JP, il est à 20%, et le family office, très très riche, il est à 30%. Ça me fait dire, et c'est mon intime conviction, que le taux d'équipement optimal en PE, pour quelqu'un qui a un peu de patrimoine financier, il se situe entre 15 et 20%. C'est hyper intéressant, Frédéric. Et est-ce que tu pourrais donner une explication justement à ces différences de comportement d'investissement entre pays? Tu l'expliqueras à quoi? Mais d'abord, je vais te dire, il y a plein de contraintes. Il n'y avait pas d'offre. Olivier. Il y avait des embryons d'offres. Si tu veux, quand tu te promènes, j'ai fait le tour de toutes les banques privées aujourd'hui, il y a quelques offres anecdotiques, mais d'abord, il y en a peu. Il n'y a pas beaucoup d'expertise de private equity dans les banques privées. Et puis, je dirais que les banques privées, pour des raisons de conformité, elles sont très contraintes sur ce qu'elles peuvent vendre en private equity. Donc, tu n'as pas chez les banques privées une offre poussée en PE. Aujourd'hui, chez JP Morgan, le produit phare, le killer application du client, c'est le private equity. Le client très aisé chez JP, on lui offre, si c'est un très très bon client, l'accès à un produit qui s'appelle Vintage, qui est le meilleur de la sélection de JP, qui est le Altaroc d'aujourd'hui. Donc, si tu veux, ça, c'est offert et c'est poussé aux meilleurs clients. De même, chez Pictet, le produit Monte Rosa, qui est l'équivalent d'Altaroc, c'est le produit qui est proposé à des clients extrêmement haut de gamme. Donc, chez Pictet, le produit, il a maintenant été réservé à des clients qui ont plus de 15 millions d'euros d'allocation chez Pictet, et chez JP, à des clients qui ont plus de 20 millions d'allocation. En France, les banques privées françaises ne poussent pas ce produit. Elles sont moins à l'aise, elles le pratiquent depuis moins longtemps aussi, Olivier. Donc aujourd'hui, la classe d'actifs en Europe, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de famille investie en PE, je dis que les fabricants et les distributeurs commencent à promouvoir la classe d'actifs. Il n'y a pas la même culture. Elle a démarré il y a plus longtemps aux États-Unis. Non, mais très clair, c'est effectivement nous aussi ce qu'on on s'est rendu compte de ça chez Ramify, et c'est aussi pour ça qu'on est très heureux de pouvoir travailler et proposer le fonds Altaroc. Mais merci en tout cas pour cette explication. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai aussi démarré Altaroc. Je vais te dire, je suis client de 3 banques privées. Le premier plan, aucune offre de private equity. Et à aujourd'hui, Olivier, aucune offre de private equity parce que ces banques, ou des offres vraiment anecdotiques, parce que ces banques ne sont pas convaincues
de l'intérêt du private equity pour les clients privés. Donc, je suis parti de ma propre expérience, d'un paquet de copains à moi qui voulaient une offre de cette qualité-là, et je suis intimement convaincu que la demande est très importante parce que le client privé, il cherche quoi aujourd'hui? Il cherche de la performance et du sens. Et ça, tu le trouves dans du private equity. Quand le fonds euro rapporte 1% ou 1,5%, avec une inflation à 7%, tu dois, si tu peux le faire, investir en PE de qualité exceptionnelle. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Altaroc. Oui, on est totalement alignés, hein, c'est sûr. Merci. Et si tu as un besoin de changement de banque, hein, tu as Ramify. Hein, donc, n'hésite pas. Alors, je continue après. Alors, une fois qu'on a dit ça, Olivier, le PE, on va dire le PE moyen a livré entre 10 et 15. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder qu'est-ce qu'a livré le meilleur du PE mondial. Alors, on vous a mis, pour illustrer ça, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, en gris, la moyenne des marchés cotés, c'est toujours le MSCI. En vert, c'est la moyenne du PE mondial. Je n'ai pas de nouvelles informations. Par contre, en vert foncé, on vous a mis la performance du premier courtier. Donc, c'est toujours de chez Cambridge Associates. Donc, le premier courtier mondial, c'est les 25% des meilleurs fonds mondiaux. J'ai dit qu'il y avait 5000 fonds qui levaient dans le monde. C'est la performance moyenne de 1250 fonds. Qu'est-ce qu'on voit, Olivier? On voit deux choses. En valeur absolue, le premier courtier mondial a livré entre 20 et 24% de TRI net par an sur les 20 dernières années. C'est stupéfiant. Et en valeur relative, le premier quartile du PE a livré en moyenne 8% de mieux que la moyenne du marché. Si on dit que les marchés, le PE moyen, c'est 7% de plus que la bourse, et que le premier quartile, c'est 8% de plus que la moyenne du PE, ça veut dire qu'historiquement, le premier quartile a livré 15%, 1500 bips de plus que la bourse. En valeur relative, c'est le Graal absolu. Et en valeur absolue aussi d'ailleurs. Donc, si les clients peuvent, le Graal absolu, investir dans le premier quartile du private equity. Alors, nous, on a défini, si tu veux, 3 règles d'or chez Altaroc pour bien investir en PE. Règle 1, benchmarker tous les gérants mondiaux et investir chez les meilleurs. Alors, certains disent, quand je dis ça, Fred, ça a l'air évident ce que tu dis. Mais ce n'est pas du tout évident parce que l'information est très opaque. Autant le client privé peut avoir accès à beaucoup d'informations sur les produits cotés en allant chez Morningstar, autant sur le fonds de private equity, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès donné au grand public, il n'y a pas d'accès donné aux clients privés. Si tu n'as pas de blanche et si tu n'es pas capable de démontrer, quand tu veux de l'info sur les grands fonds mondiaux, que tu as au moins 25 millions à engager sur les prochains millésimes, pas uniquement sur un millésime, tu n'auras pas accès à l'info. Quand tu as accès à l'info, c'est compliqué, c'est de la comprendre et de la benchmarker. C'est une information qui est produite pour et par des initiés. Chaque fonds a sa façon de reporter, donc c'est compliqué de benchmarker un fonds avec d'autres fonds. Et enfin, quand tu as identifié des très bons fonds, c'est compliqué d'y avoir accès parce que ces fonds sont sursouscrits et parce que ces fonds préféreront toujours donner accès à des instituts qu'à des clients privés. Voilà. Deuxième règle, bien choisir ses verticales. Donc nous, chez Altaroc, on a une conviction. Les deux meilleures verticales du private equity pour des clients privés, c'est le LBO, le buyout, et le growth, le capital croissance. On pense que ce sont les deux verticales les plus intéressantes pour des clients privés, celles qui offrent le couple risque-rendement le plus attractif. Donc, par exemple, on n'investit pas en venture. Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas envie de financer les Amazon de demain, ou les Google de demain, ou les Tesla de demain. C'est juste qu'en moyenne, les fonds de venture, sur les 5 premières années, ils perdent 50% de leur mise. Sur les 5 années suivantes, sur les 50% du portefeuille qui reste, ils vont vendre 30 des 50 at cost, ce qui fait qu'en fin d'année 10, le portefeuille est restitué à 30 cents sur le dollar. Et c'est les 20% du portefeuille restant, le fonds de cul, qui va faire ou pas la perf. En moyenne, le fonds va demander une extension aux États-Unis de 4,75 ans. Donc la durée moyenne d'un fonds de venture aux US, c'est presque 15 ans. Et vous saurez à la fin de la 15e année si les 20% du portefeuille vont faire 2 fois, 5 fois, 10 fois ou 50 fois la mise. Nous, on pense que cette volatilité-là, elle n'est pas du tout adaptée à des clients privés. Et le SAV qu'il faut faire sur ces fonds pendant les 10 premières années, il est très, très compliqué pour les clients privés et pour les distributeurs comme toi. Donc, on a décidé de se concentrer sur du buyout et sur du growth. Et dernière règle d'or, même si vous rencontrez un fonds d'exception au PE, ne mettez pas tous vos œufs chez lui. Vous devez diversifier votre patrimoine parce que même un gérant d'exception peut connaître des sous-performances. Donc, de même que sur les marchés cotés, vous ne mettriez pas tout votre patrimoine chez un gérant, sur le private equity, vous devez avoir un portefeuille diversifié. Nous, notre règle d'or chez Altaroc, c'est qu'il faut 6 gérants pour construire un portefeuille diversifié. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi 6 permet d'avoir un portefeuille optimalement diversifié. C'est ça les règles d'or qu'on suit chez nous pour essayer de vous construire un portefeuille d'exception en private equity. Alors, je vais peut-être faire une petite diversion, Olivier, sur comment JP et Pictet construisent leur portefeuille. Dans les millésimes de JP ou de Pictet, qui sont leur Altaroc maison, disponibles à partir de 15 ou 20 millions de dollars, il y a en moyenne, sur chaque millésime, entre 70 et 100 gérants. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils te disent,
Nous, on n'est pas capable d'identifier les meilleurs gérants. On veut exposer notre client à la moyenne du private equity et c'est déjà une performance remarquable. Donc, ils mettent à peu près 100 gérants. Quand ils mettent 100 gérants, ils ont totalement dilué le risque de gérant. Néanmoins, ce faisant, ils sont forcément mathématiquement revenus à la moyenne de l'industrie. Nous, on ne veut pas livrer la moyenne de l'industrie, on veut générer le best-of, on veut générer un tilt du portefeuille en termes de perf vers les meilleurs gérants. Et donc, nous, on s'est convaincu qu'avec 6 gérants, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, ça suffit largement. Alors, en termes de sélection, comment est-ce qu'on choisit nos 6 gérants? On a toute une série de critères très clairs. J'ai dit qu'il y avait 5000 fonds dans l'industrie qui lèvent tous les ans en private equity mondial. On se concentre, sur le LBO et le growth, il reste 2000 fonds. Donc, on ne fait pas d'immobilier, on ne fait pas d'infra, on ne fait pas d'impact, on ne fait pas de dette, on ne fait pas de crédit, on ne fait pas de mezzanine, on ne fait pas de special situation, on ne fait pas de venture, on ne fait pas de turnaround. On est growth et buyer, 2000 fonds. Sur ces 2000 fonds, on veut des gérants qui ont au moins 25 ans d'histoire. Donc, on veut des gérants qui sont au moins à leur 6e millésime. Pourquoi on a mis cette règle très dure? Parce qu'on pense qu'il faut 25 ans pour savoir si un gérant est bon. Un gérant qui a fait 2 millésimes successful, ça ne veut pas dire qu'il est très bon, il a peut-être eu de la chance. On veut qu'un gérant ait traversé des crises économiques très graves. Je veux voir comment il a traversé des crises sans précédent. Je veux surtout voir aussi comment il a géré des successions. Comment le partenaire fondateur historique a passé la main. Est-ce qu'il a réussi à passer la main à des générations nouvelles de partenaires motivés, ambitieux, et est-ce qu'il a su partager les économiques de sa firme? C'est fondamental. Et puis, on veut aussi voir, est-ce qu'il a su mettre en place une culture, une gouvernance des process pour créer une firme d'exception dans laquelle nous, on investit sur le millésime 6+. Au-delà de cette longévité, on veut des fonds qui, en termes de perf, qui sur les 20 années passées, ont livré au moins 15% net par an et au moins 2 fois la mise cash on cash net sur tous les millésimes de V sur les 20 ans passés. Ça, c'est des critères extrêmement exigeants. Donc, le funnel, quelque part, quand on parle de 5000 gérants, il en reste à peu près 200. Là. Ensuite, on a des convictions secteur et pays. Donc, sur les pays, on a une énorme conviction et souvent mes amis et mes collègues du private equity français ne sont pas d'accord avec moi. Mais le meilleur du private equity mondial, il est américain. Il n'y a pas à discuter là-dessus, Olivier. Alors, je vais donner les chiffres. Le premier quartile US, il livre en moyenne entre 25 et 32% net. Le premier quartile européen, il livre entre 18 et 22. Donc, il y a 7 à 8% d'écart, 700 à 800 bips d'écart entre le PE US et le PE européen. Pourquoi? Alors, cet écart, il tend à se résoudre. Parce que le PE est né aux États-Unis il y a 60 ans. C'est un métier de compagnonnage. Tu l'apprends en le faisant. Tu deviens meilleur en le pratiquant. Et donc, les US ont 20 ans d'avance sur l'Europe en termes de pratique, d'efficacité et de fluidité et de compagnonnage. Donc, les meilleurs fonds sont américains. Donc, nous, 40% du millésime, il est Amérique du Nord. US-Canada. 40% du millésime, il est Europe dans sa globalité. Donc, il y a beaucoup de UK dans nos fonds parce que c'est souvent les meilleurs fonds. Et puis, enfin, il y a 20% du millésime qu'on expose, qu'on essaie d'exposer aux meilleurs de l'Asie et d'Israël. Voilà. En termes de secteur maintenant, on a une énorme conviction. Le private equity, ça fait 3 ans que je le dis. Depuis que j'ai démarré, ça fait 2 ans que je le dis, depuis que j'ai démarré Altaroc, le private equity, il est de plus en plus cher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire qu'il faut être très vigilant sur les deals que tu fais, les fonds que tu accompagnes et les managers que tu accompagnes. Il y a 2 façons de se prémunir contre le fait que le private equity est cher. La façon numéro 1, c'est de faire aucun deal parce qu'on attend que les prix baissent. Et avec ce raisonnement-là, tu ne fais plus de deal du tout. La deuxième façon de te prémunir, c'est que tu te surexposes à des secteurs économiques qui vont surperformer le PIB mondial. Et c'est ce qu'on a décidé de faire chez Altaroc. Donc, secteur numéro 1, le software et les télécoms. Donc, 50% de notre portefeuille est exposé à des boîtes de logiciels qui sont en train de passer d'un modèle de vente de licences à des ventes d'abonnements en SaaS sur le cloud. 20%, alors, ce sont des boîtes mûres qui ont des positions de leader sur des marchés en croissance, mais qui sont en train d'entamer leur migration, je dirais, vente de logiciels vers vente d'abonnements. 20% de nos deals sont des deals de santé et 30% de nos deals sont des plateformes de marché digital, retail à 10%, B2C, et professionnel, business services à 20%. Ce sont là les 4 segments du marché, de l'économie sur lesquels on veut s'exposer. Donc, il n'y a pas d'industrie dans notre portefeuille. On ne va pas choisir des fonds qui sont exposés à l'industrie parce qu'aujourd'hui, l'industrie se paye entre 13 et 15 fois l'EBITDA pour des boîtes qui croissent entre 2 et 4% par an. Et nous, on pense qu'on ne livrera pas de retour d'exception en se surexposant à ces secteurs-là. Donc, on va choisir des fonds dont… Alors, on ne va pas choisir des fonds qui ont pour chacun d'entre eux ce mix pays et ce mix secteur, mais le portefeuille qu'on construit pour vous, il aura au final, de façon consolidée, cette exposition secteur, pays et type de deal. Voilà. Alors, c'est compliqué pour les clients privés de faire ce qu'on fait nous.
Un, parce que c'est compliqué d'identifier les gérants. Deux, parce que les tickets d'entrée unitaires sont très élevés. Trois, parce que ces fonds, ceux qu'on choisit, sont tous sursouscrits. Et quatre, parce que pour l'essentiel, ces fonds ne peuvent pas gérer de clients privés pour des raisons purement réglementaires. Alors, la raison 3 que j'ai dite, Olivier, c'est que vous allez faire ça chez Altaroc avec des pros du marché. Maurice a été patron de fonds pendant 40 ans, moi pendant plus de 20 ans. On connaît intimement l'industrie. Ayant été patron de fonds, on sait ce qui fait le succès d'un fonds de PE. On sait quels sont les ingrédients. On sait comprendre la stratégie, le stock, les successions, les termes et conditions et la pertinence des équipes, la dynamique des équipes, la qualité des plans de succession, évidemment les économiques des fonds. Dimitri Bernard nous a rejoint il y a 1 an. Dimitri, il était pendant 5 ans chez Ardian dans l'équipe fonds de fonds et pendant 4 ans chez Indosseuse où il pilotait la sélection des fonds Europe. Donc, on a une capacité, une expertise cumulée en PE qui est assez remarquable. Au niveau middle back, on a une équipe très costaud. Donc, Eric Sabia était avec Maurice chez Altamir depuis plus de 10 ans. C'est le directeur financier de la holding et d'Amboise. Claire est la patronne du reporting d'Altamir. C'est elle qui crée les reportings d'Altamir depuis plus de 10 ans. Christina est la patronne de la compta des fonds et des fonds de fonds chez Altamir. Donc, Eric, Claire et Christina créent les reportings d'exception d'Altamir, la société cotée depuis plus de 15 ans, avec un track fantastique. J'ai consolidé cette équipe en faisant venir Édouard Villiers en co-head des opérations. Édouard, il a passé 20 ans chez JP Morgan Asset Management et il est en première ligne pour nous aider à digitaliser toute notre chaîne de production. Christophe Bourdeau, c'était le patron des opérations d'Apax et puis le patron des opérations d'Axicap. Il connaît intimement la tuyauterie du PE. Laurent Laloy, c'était le patron de la technologie chez Sopra. Donc, il nous aide à bâtir une plateforme ultra digitale. Stan Almeida, il est Chief Digital Officer chez nous. C'est lui qui nous aide à parler digital à tous nos clients et nos distributeurs. Il a passé 20 ans chez BPCE en charge de la digitalisation des process marketing. Et puis, on a une équipe service client dédiée de, maintenant, les 4 personnes d'ailleurs, dédiées full-time à nos distributeurs. On reçoit en moyenne 800 questions par mois de nos distributeurs, questions que leurs clients leur posent ultimement, et on répond sous 24 heures à l'intégralité de ces questions. Donc, on a une équipe extrêmement costaud. Bon, au niveau du sponsoring d'Altamir, je l'ai dit, Altamir, c'est 1,5 milliard maintenant, parce que cette presse date d'il y a 2 mois. 1,5 milliard de fonds propres, 20 ans de TRI par an sur 30 ans, un super track. Le fait qu'Altamir ait décidé de bâtir toute sa stratégie mondiale de private equity à travers Altaroc est, je pense, un signal réconfortant pour tes clients ou tes investisseurs. Voilà. Alors, je l'ai dit, on a un portefeuille qui est très, très intéressant dans sa construction. 80% du portefeuille est construit autour de 6 gérants d'exception de LBO et de growth et 20% est construit autour de co-investissements sans fees et sans carry. En moyenne, un fonds de LBO, c'est 20 à 30 lignes. Un fonds de growth, c'est 150 lignes. 6 fonds, c'est à peu près 250 à 300 lignes en transparisé. Vous avez un portefeuille avec 6 gérants, 6 fonds, qui aura 250 à 300 lignes, répartis sur 4 continents, sur 6 gérants, sur 4 segments de marché et sur, je dirais, 2 typologies de deals, du LBO et du growth. Vous avez un portefeuille ultra diversifié. Dans le fonds 2, millésime 2 d'Altaroc, aucun des gérants qu'on a choisis n'a jamais fait moins de 20% de TRI sur les 20 ans passés. Vous avez un portefeuille que Maurice et moi, on juge inoxydable sur le capital, sur le risque en capital. Il n'y a pas de risque en capital sur ce millésime. Alors, l'AMF, ça fait sourire certains, nous force à mettre d'après Maurice et Fred. C'est vrai, d'après Maurice et Fred. Mais on a construit un portefeuille extrêmement robuste sur les bonnes verticales, les bons pays, les bonnes typologies de deals et sur des fonds ultra performants. Donc, on a construit un portefeuille avec des très fortes convictions, qui est très diversifié et qui est très résistant. Ça, c'est pour la partie asset. Au niveau passif, on a fait. Donc, ça, c'est un portefeuille que les plus grandes familles ou que les plus grands instituts. Vas-y, Olivier. Oui, peut-être une petite question. Voilà, vous avez une conviction, des convictions extrêmement fortes. Est-ce que c'est des convictions que vous faites évoluer avec le temps, parce que les conditions de marché évoluent, ou en réalité, vous pensez que ce type de répartition, de surexposition entre certaines régions et certains secteurs, c'est quelque chose d'immuable et qui n'a pas réellement vocation à changer, puisque vous allez avoir un autre millésime qui va arriver, j'imagine, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez fait varier ces paramètres-là? Alors, on les fait bouger parce qu'on est assez agile. Néanmoins, si tu veux, on s'est vraiment positionné sur des tendances assez séculaires. Mais je vais te prendre un exemple. On voulait mettre 20% du portefeuille en Asie cette année. Je pense que j'ai vu les 30 meilleurs fonds asiatiques. Il y en a 4-5 qui nous ont vraiment plu. On a juste un problème, on ne peut pas y aller là. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller parce qu'on ne peut pas y aller physiquement. Alors j'ai oublié de dire un point. Quand on choisit un fonds, on fait à peu près 3-4 mois de due deal sur ce fonds. Et Maurice et moi, avec Dimitri, on rencontre physiquement
les 15 partenaires clés de ce fonds. Là, on ne peut pas aller en Asie. Ce n'est pas possible. Il faut faire des circonvolutions pas possibles, on ne peut pas y aller. Donc cette année, je pense qu'on ne va pas pouvoir investir en Asie. Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'en appliquant nos critères d'exigence, en appliquant le fait qu'on veut passer des heures carrées avec les partenaires clés de ces fonds, là, on ne peut pas y aller. Donc cette année, je pense qu'on ne va pas réussir à s'engager sur l'Asie. Alors, on sera indirectement engagé sur l'Asie parce que certains des fonds américains qu'on accompagne ont une exposition asiatique, mais on voulait prendre une ou deux expositions sur des gérants Asie, on ne peut pas le faire. Et on ne va pas, si tu veux, on ne va pas le faire. Alors, en même temps, c'est aussi un moment où la géopolitique asiatique, elle est compliquée parce que la Chine, elle est compliquée. Donc, cette année, la conjugaison d'une géopolitique chinoise très compliquée et du fait qu'on ne peut pas voyager, on va assouplir nos règles, on va se surexposer aux US parce qu'on ne peut pas aller en Asie. Donc, on est quand même agile, on est convaincu sur des tendances de fond, mais on essaye aussi d'être le plus adapté aux tendances de marché. Merci. Alors, on a pensé le portefeuille à l'actif pour des instituts, au passif pour des clients privés. Je vais donner 3 exemples, Olivier. 1, on a fait référencer Altaroc chez tous les assureurs vie luxembourgeois. Donc, ton client, il peut souscrire. Personne morale, personne physique, il peut souscrire contrat d'assurance vie, contrat de capi, et il peut souscrire au nominatif pur ou administré. Toutes les formules sont possibles. Aucun fonds de private equity classique va s'embarrasser de se faire référencer au luxe. On l'a fait. 3 ans de bagarre. En termes de financement, donc un client Ramify, s'il accompagne un fonds de PE, il sera appelé entre 5 à 10 fois par an au fil de l'eau. Sur un portefeuille de 6 fonds, ça fait 30 à 60 appels. C'est ingérable pour un client privé. Nous, on a mis en place une ligne de crédit revolver à côté du fonds, qui fait partie de notre package, et on consolide les appels et on appelle tes clients au maximum 3 fois par an, idéalement 2 fois par an. Et on va appeler tes clients avec 3 mois de notification quant à la date et au quantum. C'est fondamental, ça simplifie considérablement la vie de tes souscripteurs. 2 appels par an sur un portefeuille ultra diversifié de 300 sous-jacents, c'est fantastique. Et enfin, tout ce qu'on fait est digital, de la souscription, qui normalement chez toi prend entre 4 et 5 minutes chrono, à la transparisation du reporting sur les boîtes du portefeuille. Tes clients peuvent suivre en temps réel tout ce qui se passe chez Altaroc. Donc, ça veut dire qu'un client qui veut suivre sur un millésime tout ce qui se passe aux US dans la santé, il clique sur l'onglet Altaroc millésime 21, par exemple, ou millésime 22. Il y a 300 boîtes en ce moment dans le millésime 1. Il fait santé US, il y a 45 boîtes et il peut les suivre en temps réel. Tout ce qui se passe sur le portefeuille, le client peut le suivre en temps réel. Moi, je pense que c'est fondamental et ça permet aux clients privés de donner un sens à ce qu'ils font. Donc, alors pour la petite histoire, dans le millésime 1, il y a 60 licornes, dont 5 licornes françaises. Les 5 licornes françaises de l'an passé sont dedans. Il y a Back Market, il y a Payfit, il y a Smendes, il y a Ponto, il y a Ecovadis. Et on communique en temps réel sur ces licornes. Donc, quelqu'un qui est passionné par l'actualité des sous-jacents, par le fait d'accompagner des ETI championnes du monde, chez Altaroc, il peut suivre ce qu'on fait. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui nous ont passionnés et qui, je pense, peuvent intéresser tes clients. Alors, j'ai dit un mot du millésime 21, c'est le millésime de l'an passé. On l'a capé à 180 millions, donc beaucoup plus que ce qu'on pensait faire en 8 semaines, avec un soutien très fort de nos distributeurs passionnés. Sur le millésime 22 qu'on commercialise aujourd'hui, le fonds, il fait 500 millions. On a démarré la commercialisation le 1er avril. Le véhicule, c'est un FPCI, donc c'est un véhicule régi par l'AMF, ouvert à des clients avertis. Donc, ça n'est dispo qu'à des clients capables d'engager 100 000 euros. Ces 100 000 euros sont appelés sur 5 ans, ça fait à peu près 20 000 euros par an. Voilà. Donc, en termes de... Pardon, je coupe mon petit téléphone. En termes de coût, Altaroc, ça coûte combien? Alors, avant d'expliquer le coût, je voudrais expliquer une chose importante, Olivier. Les familles ou les instituts qui se construisent des portefeuilles en private equity, ils ont des gens pour le faire. Donc, les familles qui m'accompagnaient chez Sagard pendant 20 ans, elles avaient entre 5 et 50 personnes pour bâtir les portefeuilles. Un institut, une compagnie d'assurance qui investit en private equity, il a des équipes pour sélectionner les fonds, il a des trésoriers pour gérer les portefeuilles. Tout ça, ça coûte en moyenne entre 1,5 et 4%, ça dépend de la taille. Ici, on a facturé, alors nous aujourd'hui, chez Altaroc, on n'est pas rentable, donc on n'est pas assez gros. Bien qu'on ait 500 millions sous gestion entre le 1 et le 2 à date, on n'est pas assez gros pour être rentable. On facture 250 bips par an pour un client à 100 000 euros, sur l'engagement pendant 5 ans sur la NAV ensuite, et pour un client à 3 millions, et on en a pas mal, on facture 1,65 sur l'engagement au démarrage et sur les 5 premières années, et sur la NAV ensuite. Donc, ce sont des frais qu'une grande famille supporte également, c'est juste qu'elle a les équipes pour le faire, ou quand AXA, quand Cardiff, quand Sogecap, ou quand, CNP bâtit son portefeuille de private equity, ils ont entre 30 et 50 personnes qui font ça chez eux. Donc ça correspond à la partie du coût de gestion d'un portefeuille.
Voilà. Alors, j'aurais voulu illustrer ici, avant qu'on se quitte, un élément qui est important. La révolution 1 d'Altaroc, c'est d'avoir permis à tes clients privés, à partir de 100 000 euros, d'avoir accès à un portefeuille d'exception de qualité équivalente à celui que les plus grandes familles se composent, avec des équipes de professionnels qui bossent pour elles et des sommes considérables qu'elles engagent dans ces fonds. Je disais, pour les familles qui m'accompagnaient chez Sagard, entre 300 millions et 3 milliards engagés sur du PE tous les ans. Ça, c'était la révolution 1 d'Altaroc, l'accès. La révolution 2 d'Altaroc, et c'est très important, Olivier, c'est la visibilité. Aujourd'hui, on a fait quelque chose, Maurice Chéniaud a permis de faire quelque chose de vraiment unique. On est parti sur la route avec ce millésime 2 le 1er avril. Et le 1er avril, donc ce portefeuille, si tu t'en souviens, sur les 500 millions, il y en a 400 dans des fonds et 100, 20% en co-investissement. Pour avoir le droit de faire des co-invests, il faut 400 millions d'engagés en primaire. Sur les 400 millions d'engagements primaires, Maurice m'a dit au mois d'avril, Fred, je vais souscrire à titre perso 320 millions d'engagements sur les 400. Pas pour rassurer les gens que Maurice souscrive, pour te donner les moyens à toi, Fred, de pré-souscrire chez 5 gérants. Donc, je parle de visibilité. L'engagement de Maurice m'a permis de souscrire ou de réserver 320 millions d'engagements depuis avril. Ça veut dire que le client de Ramify, si l'histoire Altaroc lui a plu, il sait exactement où il va investir. Donc, avec cet engagement de Maurice, de sponsor, quelque part, on a pu engager le fonds depuis avril dans 5 fonds. Donc, il m'en reste un qu'on va engager prochainement. Mais vous avez déjà une visibilité sur 5 fonds. Je ne vais pas tout commenter maintenant. Je vais commenter peut-être le premier, Olivier. Donc, HG. Donc, HG, c'est peu connu des gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est le plus grand gérant de fonds de private equity en LBO dans le domaine du software en Europe. Donc, c'est un gérant qui a 30 ans d'histoire. C'est un gérant qui gère 40 milliards aujourd'hui. Ils viennent de lever cette année 2 fonds. Donc, on est sur du LBO exclusivement dans le domaine du software. Ils ont levé un fonds de 11 milliards en large cap qui s'appelle Saturn et un fonds de LBO en mid cap qui s'appelle Genesis de 5 milliards. Ils ont levé ces fonds en à peu près 4 mois. Ces fonds sont totalement sursouscrits. Et juste à titre d'info, il n'y a pas eu de nouveaux investisseurs chez HG depuis 17 ans. Donc, c'est très, très, très compliqué de rentrer chez HG pour une raison simple. Tous les investisseurs institutionnels historiques veulent revenir. Pourquoi ? Parce que HG a livré plus de 30% de TRI net par an sur les 20 ans passés. Comment ils font ça ? Ce sont des ultra spécialistes du software. Pour te donner une idée, Olivier, moi, chez Sagard, j'avais une équipe de 12 investisseurs et on couvrait 20 secteurs en France. Eux, ils sont 250 investisseurs et ils couvrent un secteur, le logiciel. Donc, tu as une équipe ultra spécialisée qui est basée, qui investit 60% en Europe, 40% aux US, qui fait ça depuis 30 ans et qui est hyper verticale. HG se définit presque comme un éditeur de logiciels avec un prisme financier et pas comme un fonds de private equity avec un prisme logiciel. Pour HG, son concurrent number one, c'est SAP. Voilà. Alors, je pourrais broder des heures et des heures sur HG, comment et pourquoi il livre cette performance. Toujours est-il que c'est très compliqué de rentrer chez HG. Nous, on a investi 100 millions chez HG, 50 millions dans le fonds Saturn, 50 millions dans le fonds Genesis. C'est difficile d'expliquer pour des gens qui ne sont pas dans le marché, mais c'est très compliqué de réussir à rentrer chez HG. Bref, on a pris 2 fonds chez HG, on a pris 60 millions chez Bridgepoint, 100 millions chez Apax LLP, qui est le fonds anglais, qui n'est pas le fonds Apax France. C'est un fonds de 16 milliards, c'est le meilleur fonds de large cap basé en Europe sur le LBO. Et on a réservé 60 millions chez Insight, qui est le meilleur fonds de growth equity en tech aux États-Unis. Ce portefeuille de 5 fonds, parce qu'il y a 2 fonds chez HG, a livré sur les 10 années passées 25% de TRI net de nos frais. Voilà, ça donne une idée de la qualité des gérants. Je vais juste présenter en 1 minute une autre slide, Olivier. Pour un client Ramify, que le produit intéresse, qui veut engager 100 000 euros, ça veut dire quoi ? On va tirer les 20 000 euros sur les 5 années qui viennent. On ne va pas appeler les 100 000 euros le premier jour parce que nous, on s'engage chez des gérants qui eux-mêmes sont engagés sur 5 ans à investir. Donc, on va tirer ton client à hauteur de 20 000 euros par an. En théorie, on pourrait faire 3 appels par an, donc 3 fois 6 667 euros. On va faire 2 appels par an. Typiquement, 10 000 euros semestre 1, 10 000 euros semestre 2. Et on fera 3 mois avant ces appels une notification claire pour que ton client et toi puissiez vous organiser. 3 mois avant, on vous indique la date et les quantums de l'appel.
Donc, le client Ramify, il est tiré de 20 000 euros par an pendant 5 ans, ce qui fait qu'à la fin de la 5e année, il est tiré à 100 000. En termes de simulation, le portefeuille qu'on a construit, celui de la page d'avant, il a livré 25% de TRI net et 2,65 fois la mise. On a fait une simulation dégradée ici pour des raisons de conservatisme et on a présenté un cas à 10% de TRI et à 1,70 de multiple. Non pas qu'on ne croit pas que le portefeuille puisse faire 25 et 2,65, mais ce n'est pas le cas plancher qu'on a voulu présenter ici. Donc, on a dégradé de façon homothétique le portefeuille historique pour voir en termes de cash flow, si le portefeuille livrait 1,7, quand est-ce que ton client récupérerait ses cash flows. En année 4 et en année 5, il récupère 10% de sa mise, donc 10 000 euros par an pour un engagement de 100 000. En année 6 et en année 7, il récupère 40 000 euros par an sur chacune des 2 années, ce qui fait qu'à la fin de l'année 7, il est cash break-even. Il a récupéré sa mise en fin d'année 7. En année 8, le client a récupéré 25 000 euros, ainsi qu'en année 9. Et en année 10, il a récupéré 20 000 euros. Donc, voici comment le client récupère 1,7 fois sa mise en termes de flux. Donc, il est tiré sur 5 ans. Il récupère sa mise entre l'année 4 et l'année 7. En fin d'année 7, il a récupéré sa mise. Il est en plus-value de 0,7 sur 1 d'engagé entre l'année 8, l'année 9 et l'année 10. Si le client a souscrit par une poche d'assurance vie, il reçoit ses sommes nettes d'imposition. Et pour finir, en termes de reporting, ton client il aura accès à 2 reportings, Olivier. Un reporting actualité économique sur son téléphone portable, son iPad, son iPhone ou son PC, où il peut suivre en temps réel l'actu de tous les millésimes. Donc, il y a 300 boîtes dans le millésime 1, il y a 60 licornes, il veut les suivre en temps réel, il peut le faire. Par secteur, par pays, par gérant, par type de deal, avec une granularité incroyable. Et en termes de perf financière, ton client aura sur son portail investisseur tous les trimestres un reporting de qualité équivalente à ce que les investisseurs d'Altamir reçoivent depuis 25 ans. Donc, il aura, en termes de granularité, une analyse de sa perf chaque trimestre. D'où vient la perf? De quel secteur? De quel pays? De quel type de deal? De quel sous-secteur? Et on lui expliquera s'il a fait 7% de perf ce trimestre, d'où vient la perf et de quelle boîte vient la perf pour qu'il puisse comprendre comment s'est créée sa performance. C'est un reporting de granularité instit et pour ceux que ça passionne, chez Ramify, ils ont aussi le droit à un webinar de Fred et de Maurice tous les trimestres qui dure 1h15 et où on raconte la vie intime des millésimes et des boîtes sous-jacentes. Voilà en 2 mots, Olivier, ce qu'on a fait. Donc, tes clients, ils peuvent se construire à partir de 100 000 euros un portefeuille de qualité institutionnelle équivalente à celui que les plus grandes familles mondiales se construisent. C'est clé en main, c'est disponible chez toi à partir de 100 000 euros et c'est fabriqué par une équipe de 2 jeunes entrepreneurs accompagnés de 28 pros du private equity, passionnés et très engagés. Voilà à peu près ce qu'on fait. Ben écoute, merci beaucoup, hein, Frédéric, c'était passionnant. J'espère que les personnes qui ont suivi ce webinaire se sont bien rendues compte à quel point pour vous, c'est l'investissement et les investisseurs qui sont vraiment au cœur de votre projet, avec aussi une grande expertise opérationnelle, et c'est très important dans le domaine du private equity. Et justement, peut-être moi une première question. On voit qu'il y a d'autres acteurs aussi qui essayent de se mettre dans cette dynamique-là, dans cette volonté aussi de rendre accessible cet investissement en private equity au plus grand nombre, mais qui le font aussi peut-être sur un biais un peu plus marketing, ou en tout cas qui utilisent beaucoup plus de moyens là-dessus. Je pense peut-être à Moonfair, hein, qui font aussi des choses de qualité. Mais comment vous, chez Altaroc, vous considérez que vous êtes différent, ou est-ce que au contraire, vous considérez que ce sont des personnes qui font à peu près la même chose que ce que vous mettez en place? Alors, je vais te dire, Olivier, on est positionné sur le même marché que Moonfair. Clairement, on est positionné sur une tendance de fond qui est de rendre accessible le private equity à des clients privés. Donc, c'est le même marché, je peux dire. Mais la façon de le faire n'a rien à voir. Moonfair, aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais un feeder digital. Donc, Moonfair, il va essayer de réserver de la capacité chez les gérants. Mais Moonfair, c'est un distributeur. Donc, Moonfair, il va avoir un fonds de private equity et il lui dit, surtout quand ce fonds n'arrive pas à lever de l'argent, réserve-moi 20 ou 30 millions, je vais le découper en tranches de 100 000 et je vais essayer de le distribuer. Donc, il remplit une cuve sur Internet. Et donc, quelque part, il fait la même chose que fait une banque privée aujourd'hui. Donc, il est distributeur. Il touche un fils de distribution. Mais il n'engage pas son capital. Ce n'est pas fait par des pros du PE, c'est fait par des pros de la tech avec un petit ADN private equity. Bon. Donc, aujourd'hui, sur Moonfair, tu peux accéder à KKR Infrastructure Asia numéro 7. La réalité, c'est que le client de Ramify, il ne connaît pas KKR Infrastructure Asia numéro 7. Ce n'est pas son métier au quotidien. Donc, moi, alors après, c'est la stratégie Moonfair. Il veut aller en B2C. Il fait beaucoup de marketing B2C.
Il n'y a pas un matin qui commence sans que je reçoive 5 emails de Moonfair. Mais nous, on a pris un prisme différent chez Alterock. Nous, on est raisonnablement sérieux en tech, mais on est très fort en private equity. On a été patron de fonds, Maurice et moi, pendant de très nombreuses années. On a un ADN immense PE. On met 33 millions de nos euros à nous dans chacun de nos fonds, Olivier. Et nous, on a pris une approche différente. On a construit un portefeuille clé en main pour les clients privés. Et ce qu'on dit à ces clients privés, le statement, si tu me permets, qu'on fait à ces clients privés, c'est quelque part, faites-nous confiance. On a été patron de fonds pendant très longtemps, Maurice et moi. On met énormément d'argent dans chaque millésime. On a construit pour vous un cocktail best-of. On vous a construit un portefeuille avec une stratégie claire, avec des pays clairs, avec des secteurs clairs, avec des typologies claires. On est hyper engagé dans nos fonds. La sélection, c'est moi qui l'ai fait, Olivier. Aujourd'hui, tu veux me demander, il y a un client à toi qui veut demander pourquoi j'ai choisi HG, mais je peux lui en parler pendant des heures et des heures et des heures carrées. Parce que la sélection, c'est moi qui l'ai faite. Et c'est Maurice qui m'a challengé dans tous les sens. Et Maurice et moi, on a vu les 15 partenaires clés d'HG. Donc, si tu veux, on a construit un portefeuille clé en main. On n'est pas distributeur. Si un client Ramify me dit « j'adore HG, je voudrais en acheter », je dis « non, tu ne peux pas acheter HG ». On a fait un portefeuille, il est global. Si tu aimes l'histoire d'Altarock, tu as accès à un portefeuille clé en main. Et donc, quelque part, nous, on a construit un portefeuille global et on ne distribue pas. C'est très important en termes de philosophie. Donc, le client qui cherche à s'exposer au private equity clé en main, eh bien, par un millésime Altarock diversifié monde, il a clé en main un portefeuille. Je vais finir par un dernier exemple, Olivier. Le client qui veut se le faire sur Moonfair, le portefeuille. Et de toi à moi, Moonfair, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il commercialise pour l'essentiel des fonds qui n'arrivent pas à lever dans le marché institutionnel. Nous, avec Maurice, on veut rentrer dans des fonds qui ne veulent pas de nous. Nous, on a une ambition, on sait chez qui on veut rentrer et on veut rentrer dans des fonds inaccessibles. C'est là qu'on veut mettre nos sous à nous. Bon. On offre aussi par rapport à Moonfair toute une série de prestations très importantes. Genre le financement clé en main, c'est clé. Ton client, Ramify, s'il fait 6 fonds sur Moonfair, il aura 40 appels de fonds par an. C'est ingérable. Nous, on a cette idée en tête qu'on veut du serviciel à disposition des clients privés. Il va avoir 2 appels par an chez nous. Il va avoir un reporting conso. C'est fondamental. On a référencé le fonds chez tous les assureurs Linux. On a construit une offre de mandat ultime de PE, ultra servicielle et avec une approche de portefeuille. Ça n'a rien à voir avec ce que font les concurrents. Hyper clair en tout cas, et en tout cas ça se ressent sur ce webinaire. Peut-être la question de Mamoun que je te pose. Donc, étant donné la forte diversification et la surperformance du private equity, pourquoi le limiter à 15-20% du portefeuille des risques qui n'ont pas été couverts durant la présentation ? Point d'interrogation. Alors, c'est une très bonne question. Bon, alors pourquoi le limiter à 15-20% du portefeuille quand il surperforme aussi fort, Olivier ? Alors là, je vais te dire, c'est une question très personnelle. Et là, c'est une vraie... moi, je suis exposé à 100% en private equity à titre perso et Maurice aussi. Donc, Maurice, on parle de quelqu'un d'extrêmement fortuné qui a tout son patrimoine en private equity parce que c'est surperformant. Maintenant, le vrai sujet, c'est un sujet d'appétence, pas tellement pour le risque, d'appétence pour les liquides. Est-ce que Mamoun est à l'aise à avoir 30-40% de son patrimoine en illiquide ? Alors attention, quand on dit illiquide, Olivier, ça ne veut pas dire bloqué forever. Ça veut dire que pendant 4 à 5 ans, le capital est engagé. Ça, c'est une question personnelle. Est-ce que le PE surperforme les autres classes d'actifs ? La réponse est oui. Ce n'est même pas l'avis de Fred. C'est indiscutable. Après, certaines personnes dorment mal la nuit quand elles ne peuvent pas monétiser une partie importante dans leur patrimoine. Ça, c'est une question qui me dépasse, Olivier. C'est une question très personnelle. Il y a des gens qui... Aujourd'hui, la réalité, sur les marchés cotés, les rendements ne sont pas très importants. Ils se baladent entre 2 et 5%. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. J'ai dit que c'est modéré. Alors, attention, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gérants cotés qui peuvent faire des perfs exceptionnels. Je n'ai pas dit ça. Je parle de perfs moyennes. Donc, ce que dit Mamoun, c'est en moyenne, ça dépend de l'horizon de temps que tu regardes. Mais de façon, pour résumer, le niveau d'exposition au PE va dépendre de l'appétit du client pour les liquides. Si le client de Ramify est à l'aise à vivre avec 30 ou 40% de son patrimoine en liquide, est-ce que c'est une bonne décision que de le faire ? Alors après, il y a un autre élément, Olivier, qui rentre en ligne de compte, c'est les besoins alimentaires du client. C'est-à-dire, si le client en question, et ça c'est quelque chose qu'il pourra avoir qu'avec toi,
Si le client en question a besoin d'envoyer ses enfants aux États-Unis, d'acheter une résidence secondaire, de financer son projet industriel, on ne peut investir en PE que les montants dont on n'a pas besoin. Cette classe d'actifs, on ne peut la dédier. On ne peut pas investir en PE sur des cash flows dont on a besoin à 3 ans. Donc, ça ne peut faire partie que d'une poche. Ça doit représenter une poche raisonnable, une quotité raisonnable de la poche non nécessaire au quotidien. Et après, c'est très personnel, ça. Non, extrêmement clair et merci Fred pour ça. Peut-être dernière question, moi, qui est plus personnelle en tout cas. Ma compréhension, c'est que vous allez à terme créer un fonds justement Evergreen. Ça changera quoi les personnes qui sont déjà impliquées dans les premiers millésimes? Est-ce que ça leur donne même une porte potentielle de liquidité à ce moment-là? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur les prochaines étapes d'Altaroc et les implications que ça a pour les investisseurs actuels d'Altaroc? Ce que je peux dire, Olivier, c'est qu'on a 2 obsessions. La première, c'est on adore le PE. Après, c'est peut-être une faiblesse, hein, mais je passe ma vie là-dedans et je n'ai pas besoin de le faire. Je suis totalement passionné. Je pense que c'est juste une classe d'actifs extraordinaire. J'adore rencontrer des entrepreneurs, des managers, des gérants d'exception dans le monde entier. Donc, j'ai envie de faire partager cette passion. La deuxième chose, c'est qu'on a envie d'apporter aux clients privés les mêmes outils que les instituts. On a envie de tout leur apporter, Olivier. Donc, aujourd'hui, les instituts, ils manipulent la molécule PE depuis, 50 ans aux US, 20 ans en Europe vraiment. On a envie d'apporter chez Altaroc aux clients privés tous les outils instituts. Bon, le seul problème, je ne peux pas tout faire en un jour parce que, d'abord, ça prend une énergie considérable. Ça prend beaucoup de capitaux de construire tout ça. On a recruté, on est 30 là. Et je ne peux pas aller plus vite parce que je n'arrive pas à recruter plus vite. Donc, on n'arrive pas à tout faire le premier jour. Donc, là, on a fait 2 millésimes de qualité instit. J'espère que tes clients apprécieront la qualité des portefeuilles. Ensuite, on va s'attaquer à pas mal de sujets. En fait, le sujet de fond que tu soulèves, c'est la liquidité quelque part. La gestion de la liquidité, la gestion des réengagements, la gestion des réemplois. Le produit Evergreen, c'est un produit compliqué. Ce que je peux te dire, c'est qu'on va sortir des innovations importantes dans les prochains mois. Je vais t'en sortir une. On va sortir du private equity de qualité similaire à Altaroc, ça va être un tout petit peu moins bon en assurance vie française. Aujourd'hui, le Altaroc, il est disponible en assurance vie luxe. On est dispo chez tous les assureurs vie luxe. Le client, Ramify, ne peut pas encore le souscrire en assurance vie française parce que les assureurs vie français n'acceptent pas la notion d'appel de fonds différé. Et puis, leur informatique n'est pas si accoutumée que ça au private equity de qualité institutionnelle. Donc, ça fait 2 ans et demi que je discute avec des assureurs vie français et je pense que dans les prochains jours, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça, on va sortir un produit de qualité Altaroc en assurance vie française qui permettra d'assurer, en tout cas, qui permettra de craquer des enjeux de liquidité, Olivier, pour des clients qui sont moins à l'aise que d'autres sur les liquidités intrinsèques à la classe d'actifs. On va sortir des produits sur des tickets unitaires plus bas que 100 000 avec une garantie de liquidité. La seule chose, c'est que ce seront des produits un peu moins performants que le produit Altaroc parce qu'on a dû, si tu veux, twister le produit pour le rendre comestible à des assureurs vie français. Donc, on réfléchit en permanence à l'innovation. Ça va se traduire par des produits en assurance vie française sur une gamme qui ne sera pas la gamme Altaroc, on va l'appeler Alta Life. Donc, ce sera une gamme entrée de gamme chez Altaroc. Et puis, on va même aller à l'autre bout du spectre, si tu veux. On va, pour gérer le sujet, parce qu'il y a 2 sujets clés pour tes clients, il y a la liquidité et le réemploi. Donc, la liquidité, donc Mamoun disait tout à l'heure pourquoi je ne pourrais pas mettre 30% ou 40% de mon patrimoine en PE. Il peut, Mamoun, sauf que certains clients seront inconfortables parce que ça représentera une proportion trop importante de leur patrimoine en illiquide. D'autres clients nous disent on veut mettre un paquet en illiquide, mais il y a un truc qu'on ne sait pas faire. C'est si on fait le Altaroc 1 et qu'on reçoit des distributions du Altaroc 1, comment on fait pour les réengager optimalement dans les Altaroc futurs? Bon, alors ça, c'est un problème que seuls des clients existants d'Altaroc peuvent se poser. Donc, c'est le sujet du réemploi que tu évoques quelque part dans l'Evergreen. On va sortir un autre produit, cette fois-ci ultra haut de gamme, où on va gérer, nous, pour les clients privés, de façon dynamique, Olivier, leur réemploi. Et je ne sais pas si on va l'appeler Alta Prime ou Alta Gold ou je ne sais pas encore. Et on va sortir un produit qui gère les réemplois. Et peut-être qu'après-demain, on gérera un produit qui fait les réemplois et la liquidité.
En tout cas, on est très attaché à offrir aux clients privés l'innovation que les instituts ont connue depuis 30 ans. Et ce qu'on aimerait faire, Olivier, c'est apporter ça à un client Ramify qui n'a pas les équipes chez lui et où il vient chercher le conseil chez toi, mais l'expertise PE chez nous. Donc, on a en permanence cette obsession, l'innovation technologique, produit, serviciel, en permanence chez Altaroc. C'est ça qu'on fait. C'est extra. En tout cas, merci beaucoup pour tout le temps que tu as passé justement à expliquer le private equity et plus en détail tout ce que vous avez pu mettre en place chez Altaroc, notamment les stratégies d'investissement. On a un peu dépassé, mais je pense que c'était passionnant, donc ça valait le coup. À part s'il y a d'autres questions, je vous propose de mettre un terme à ce webinaire. Donc, le replay sera disponible sûrement à la fin de la semaine. Et surtout, n'hésitez pas, que ce soit ce soir ou demain. En tout cas, les équipes Ramify sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Et on travaille de manière très, très rapprochée avec Altaroc. Donc, même les questions les plus pointues liées à l'investissement Altaroc, on sera en capacité de vous répondre. Passez une excellente soirée. Encore merci, Fred. Et donc, à très bientôt. Merci à vous tous et merci Olivier de nous avoir invités à présenter. Merci. Bonne À soirée. Au revoir. bientôt.